Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et ceux qui vous sont proches, qui vous sont chers. Et pour ma part, je continue donc mon petit bonhomme de chemin et je voudrais donc commencer aujourd'hui à traiter de l'impact de la Première Guerre mondiale sur la société française. Évidemment, comme c'est un dossier que je vous ai demandé, que je vous ai suggéré, qui fait partie donc des possibilités que vous avez à m'envoyer avant le 10 décembre, je le répète, je ne vais pas le traiter en tant que tel, mais je vais vous donner des éléments de réflexion. Je répète ce que j'ai fait dans une vidéo précédente. Je veux une démarche globale. Contexte, crise, produit. Parfois, je ne comprends pas vos interrogations, je dis très franchement. J'appelle ça le contexte. La démarche est simple. Vous avez un climat général, vous avez un moment tournant et vous avez une réalité nouvelle. Que vous appuyez ça contexte, crise, produit, le vieux, la crise, le neuf, peu importe. C'est la méthode qui consiste à le faire en trois parties. Je répète, un plan en deux parties n'est pas un plan historique. Alors, ça vaut peut-être mieux que rien, dans certains cas, mais ce n'est pas un plan historique, parce que ça ne permet pas de comprendre cela, ce virage. Et je répète également que la juxtaposition de thèmes est parfois très difficile à mener, et chez vous, la juxtaposition de thèmes, c'est la juxtaposition d'exemples. Et je commence à en avoir parfois un peu assez, je le dis très franchement, de façon pavlovienne, mécanique, comme exemple, c'est soit toujours les mêmes que l'on resserve, comme si la société française se réduisait à ces exemples. Par eux-mêmes intéressants, certes. Voilà. Bon. Donc, pour comprendre sur un sujet donné la spécificité de la démarche en trois points, en trois parties, que j'appelle de mes voeux, il faut commencer par réfléchir sur le sens du sujet. L'impact de la Première Guerre mondiale sur la société française, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en quoi ce conflit a bouleversé la société française. Qu'est-ce qu'il a eu de particulier pour contribuer à un bouleversement sans précédent de la société française? Et donc, je crois que ce sujet appelle, comme tout sujet, un important travail de déconstruction et de reformulation qui fasse le lien, l'interaction entre l'ampleur du bouleversement de la société. Quoi qu'on en veuille, on a changé de monde entre 1914 et 1918. Et on a changé de monde du fait du plus grand massacre connu à ce jour de l'histoire mondiale. Et c'est l'impact de ce grand massacre, de cette haine, de cette barbarie, pour reprendre les termes du discours de Jaurès, le 25 juillet 1914, à Vèze, dans la banlieue de Lyon. Quelle haine, quel massacre, quelle barbarie! C'est l'impact de ce grand massacre
dans la durée, parce que ça va durer 4 ans, ce qui n'était pas prévu. Et au terme de cela, vous avez un monde nouveau. L'Europe n'est plus le centre du monde, c'est un truc qui s'appelle les États-Unis qui sont devenus le centre du monde. Il y a dans l'Est européen un truc qui s'appelle le communisme, issu de la révolution russe. Alors expliquez-moi, sérieusement, comment vous faites, si vous ne réfléchissez pas à ces questions-là, pour les intégrer dans un plan bateau où vous allez mettre 1, les femmes, 2, les étrangers, 3, les ouvriers. Ah oui, aujourd'hui on pense que la société, c'est l'histoire des femmes. Passionnant. Je ne dis pas que la Première Guerre mondiale n'a pas fait évoluer la condition féminine en France. Je dis simplement, excusez-moi, au risque de paraître un vieux réactionnaire, je dis que ce n'est pas une clé d'entrée que l'histoire des femmes pour comprendre l'évolution de la société française en tant que telle. C'est quelque chose qui illustre un aspect. Un aspect. Quel aspect? On a une guerre qui dure où les gens se tuent à qui mieux, qui massacrent, et il faut remplacer la main-d'œuvre. Vous comprenez? C'est pas tout à fait la même chose. Et puis on peut avoir les analyses à courte vue. Le travail va contribuer à les émanciper. Et oui, sauf que quand la guerre est finie, est-ce qu'elles restent dans ce travail-là? Ou est-ce qu'elles sont conçues comme étant une menace pour le retour de l'homme dans sa place, autre monde du travail? Mais mettre mécaniquement la place de la femme, j'en ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. Et agir comme ça, je vais encore plus loin, mais je m'échauffe, mais parce que je suis abasourdi par le refus a priori que vous avez de construire une problématique. Si je veux donner un sujet, les femmes dans la Première Guerre mondiale, je donne un sujet, les femmes dans la Première Guerre mondiale. Si je veux donner un sujet, les étrangers dans la Première Guerre mondiale, je donne un sujet les étrangers dans la Première Guerre mondiale, en France. Si je veux donner un sujet sur le monde ouvrier, je donne un sujet sur le monde ouvrier. Si je veux donner un sujet sur Paris dans la Première Guerre mondiale, je donne Paris dans la Première Guerre mondiale. Si je veux donner un sujet sur les soldats dans la Première Guerre mondiale, je donne un sujet les soldats dans la Première Guerre mondiale. Si je veux donner un sujet la bataille de la Marne, je donne un sujet la bataille de la Marne. Si je veux donner un sujet le département de l'Ariège dans la Première Guerre mondiale, je donne un sujet sur le département de l'Ariège dans la Première Guerre mondiale. Si je donne donc un sujet, l'impact de la Première Guerre mondiale dans la société française, je veux cette démarche ternaire, générale, qui fasse le lien entre les caractéristiques et le produit qui est créé par cette guerre qui dure sur une société qui se trouve profondément chamboulée jusque dans ses valeurs, comme le dira Paul Valéry. Nous autres, civilisations, nous avons appris que nous sommes mortels. Qu'est-ce que ça entraîne, par exemple, même après les combats, que le souvenir, ces monuments aux morts que l'on va ériger avec certains cimetières militaires au rang de curiosité touristique, l'inscription dans la mémoire, qu'est-ce que ça va signifier pour, par exemple, les nouveaux traitements médicaux ou chirurgicaux? Eh oui, quand vous avez des gueules cassées, des visages défigurés, des mecs qui peuvent plus manger, qui n'ont plus d'yeux, partie du visage a été arrachée et qu'il faut les réparer. Alors pourquoi pas, avec les femmes, faire une partie sur les progrès chirurgicaux? Ne croyez pas que je devienne cynique.
Si vous regardez sur Internet, vous trouverez ça, là, comme clé d'entrée pour comprendre la société française, les progrès de la chirurgie. Eh oui! Mais vous ne le trouverez pas dans un site de bobos ou d'amateurs, etc. Vous le trouverez dans un site officiel d'une académie, du ministère de l'Éducation nationale en France. On croit rêver. Je le répète, vous êtes là pour apprendre à réfléchir. Donc, déconstruisons le sujet. L'impact de la Première Guerre mondiale sur la société française, c'est le lien entre les caractéristiques originales de ce conflit et la transformation de ces caractéristiques implique mécaniquement sur cette société. Et donc, c'est en quoi la réalité du conflit a des conséquences qui modifient la société, l'organisation de la société et les comportements. Et les comportements à tous les niveaux, je veux dire au niveau professionnel, au niveau social, au niveau culturel, voilà. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je répète, centrer la réflexion a priori sur les deux groupes emblématiques d'une dérive de l'histoire sociale aujourd'hui, qui, au lieu de prendre les problèmes dans la globalité, la réduit à certains de ses acteurs, au détriment d'autres acteurs, ne permet que de comprendre ces acteurs mêmes dont on parle. Et donc on ne répond pas au sujet. Alors, pour vous donner des éléments de réflexion et un apport intellectuel quand même, puisque c'est mon boulot, sur l'angle d'attaque sur la dialectique, la nature du premier conflit mondial et ce que ça entraîne sur la société française. Qu'est-ce que le contexte ? Le contexte, ce sont les caractéristiques originales de la Première Guerre mondiale. Excusez du peu. C'est que cette guerre que beaucoup, même si on a parfois exagéré, on le sait depuis les travaux de Jean-Jacques Becker, déjà anciens, dans la décennie 1970, fin de cette décennie-là, comment les Français sont entrés en guerre, même si on sait réellement qu'il y a eu peut-être plus de résignation que d'enthousiasme, et que la notion d'enthousiasme est elle-même une construction idéologique par laquelle après on a raconté cette histoire, l'entrée en guerre, elle a été acceptée par la société française. Je veux dire par là qu'elle n'a pas donné lieu à une grève générale que les milieux socialistes internationaux avaient annoncée pour mener la guerre à la guerre. Il n'y a pas eu besoin d'opérations de police particulières pour appréhender, arrêter tous les agitateurs possibles que les forces du ministère des ministères de la Sécurité, du ministère de l'Intérieur, ont consigné dans le fameux carnet B.
au lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès, qui avait eu cette préscience absolue de ce que cette guerre serait une guerre d'un type nouveau et dont l'ampleur même déboucherait sur un massacre jamais connu, c'est bien ce qu'il dit dans son discours du 25 juillet 1914 à Vèze, dans la banlieue de Lyon, quand il vient au soutien de la candidature d'un jeune socialiste, appelé d'ailleurs une certaine carrière, puisqu'il sera après tout ministre à la Libération, Marius Moutet. Citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique entre l'Autriche et la Serbie, dont nous avons eu connaissance il y a une demi-heure, signifie nécessairement qu'une guerre va éclater entre l'Autriche et la Serbie. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que le prolétariat lance les efforts de solidarité suprême qu'il pourra tenter. Songez, citoyens, au massacre que cela serait pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, 2 armées de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quelle haine, quel massacre, quelle barbarie. Voilà ce que dit Jaurès. Il a la préscience de ce massacre. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au retour du congrès, de la réunion du bureau de l'international à Bruxelles, pour tenter d'enrayer la catastrophe lors de la crise de 1914, et puis il va falloir en parler de cette crise de 1914, pour comprendre pourquoi on rentre en guerre, il est assassiné. Il est assassiné. Et alors que son assassinat pourrait entraîner, n'est-ce pas, la réaction d'une opposition, soyons enfin raisonnables, arrêtons. Non, non. Lors de ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise, c'est le secrétaire général de la CGT avec lequel il s'est progressivement rapproché et qu'il a comblé donc le conflit structurel entre syndicats et partis politiques. Pourquoi croyez-vous que je vous ai fait une vidéo que personne quasiment n'a regardé sur l'échec de la grève générale entre 1906 et 1909 ? Sur la tombe de Jean Jaurès, joue haut, scelle l'union sacrée. Devant ce cercueil où gît le plus grand d'entre nous, j'en prends le prolétariat français à témoin, cette guerre nous ne l'avons pas voulu. Le prolétariat français fera son devoir, le ralliement à la guerre. Donc je crois déjà, si vous voulez décortiquer ce sujet pour en faire une présentation qui réponde aux exigences de cette dialectique entre l'ampleur du massacre et son impact, et ses conséquences sur la société, il faut peut-être quand même comprendre comment on est entré en guerre. Excusez-moi, moi je crois quand même que c'est pas entièrement inutile de revenir sur les griefs. Parce que ce qui rend peut-être les choses assez inéluctables en cet été 1914, encore que l'on puisse se demander pourquoi pas en 1905, pourquoi pas en 1909, pourquoi pas à l'occasion des guerres balkaniques que Jaurès évoquait, avec ses armées de 300 000 hommes. Pourquoi spécifiquement en août 14 ? Mais en tout état de cause, si on regarde quand même
même très superficiellement les choses, on est quand même saisi par le sentiment que, bon, tout le monde voulait la guerre. Tout le monde voulait la guerre. La France voulait la guerre. Mais il n'y a pas que la France qui voulait la guerre. Listons les principaux États européens. Nous avons l'Allemagne. L'Allemagne, elle est très inquiète devant son encerclement diplomatique et les systèmes d'alliance franco-russes et franco-britanniques. L'Allemagne est prise de panique devant son encerclement. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, qui à la limite aurait été le seul à ne pas se précipiter, à la condition que les Allemands ne violent pas la neutralité belge. Les Britanniques, qui malgré l'entente franco-britannique, auraient peut-être seraient peut-être restés sur leur compte à eux, tranquillement. Les Britanniques craignent l'expansion maritime et coloniale allemande, notamment en Afrique. L'empire d'Autriche-Hongrie est totalement miné par les querelles des nationalités. C'est pas pour rien que j'ai évoqué sur la révolution de 1848 la naissance de la double monarchie. Mais dans les faits, il y a des provinces entières de l'Empire austro-hongrois où il y a des minorités nationales. Et c'est pas tout à fait par hasard que c'est l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 où un nationaliste serbe assassine le prince héritier, l'archiduc héritier François Ferdinand et sa femme, et que c'est cette crise qui met le feu aux poudres. Vous comprenez? Donc, la Russie, l'Empire russe, apparemment très puissant, très autoritaire, l'État le plus peuplé, mais qui n'est qu'un colosse aux pieds d'argile, comme l'a très bien démontré sa défaite militaire face au Japon, première victoire d'un peuple de couleur sur un peuple blanc. Enfin, si on veut avoir un symbole des changements de paradigme à l'échelle mondiale, on en a un là, extrêmement important. Et cet empire russe qui, pour se projeter dans autre chose, a besoin d'une politique extérieure de prestige. Et où la trouver si ce n'est que dans un rôle de protecteur des populations slaves de l'Europe du Sud, pour créer une union des Slaves du Sud. En russe, ça s'appelle Yug Sud, Slavia, Yougoslavia. C'est pas tout à fait négligeable, non? Et puis vous avez des populations musulmanes dans cet empire austro-hongrois. Vous voulez que je me projette sur les conflits actuels? Vous avez l'Empire ottoman. Dans les guerres balkaniques, allié à l'Allemagne, colonie économique et financière allemande, qui lui veut la guerre parce que forcément sa politique stratégique lui impose d'avoir un minimum d'intérêt vis-à-vis de l'Europe danubienne et balkanique. Puis nous, Français, nous voulons la guerre.
La France veut la guerre parce qu'elle veut récupérer l'Alsace et la Moselle. Et qu'elle a misé sur la Russie et sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne pour assurer la revanche. Donc tout le monde veut la guerre. Et c'est parce que tout le monde a, de son point de vue, de bonnes raisons de vouloir la guerre, que la guerre devient un petit peu inéluctable. Et que tout va s'enchaîner et s'entraîner. Et donc, une première analyse pour comprendre le climat dans lequel les gens sont rentrés en guerre semble indiquer une sorte de match nul, de responsabilité collective. Je veux aller plus loin. Parce que cette notion de responsabilité collective, elle s'est imposée historiquement parlant très progressivement, immédiatement après la Première Guerre mondiale, en France en tout cas. Cette guerre a été présentée comme une guerre de la liberté contre la tyrannie allemande. Et puis progressivement, dans les années, fin des années 20 et au début des années 30, le débat historiographique sur les causes de la Première Guerre mondiale s'est invité sur le champ politique. Pourquoi ? Parce qu'on commençait à paniquer un petit peu, tout en pensant qu'on était invincible d'ailleurs. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, c'est bien ce que dira la propagande française en 1939. Eh oui, tellement vrai, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, la belle blague. Et donc, dès le début des années 30, lorsqu'il devient patent qu'il y a une volonté de revanche et que cette volonté de revanche allemande s'exprime dans, comment disait Bertolt Brecht, la résistible ascension d'Arturo Huy, l'arrivée légale au pouvoir d'Adolf Hitler. L'idée que faire porter cette responsabilité sur cette catastrophe qu'a été ce grand massacre au militarisme allemand, et là sa part de responsabilité, ne doit pas oblitérer les responsabilités françaises. C'est comme ça qu'on s'est mis à essayer de trouver, au nom d'une forme d'équilibre européen, un équilibre de la culpabilité. Vous voyez que ce n'est pas une démarche tout à fait neutre. Et les milieux historiques, les milieux historiens, je veux dire, pardon, ont commencé à réfléchir sur cette notion de co-responsabilité. Et c'est devenu une doxa, c'est-à-dire une vérité présentée comme établie sans être forcément démontrée, dans les années qui ont suivi. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas le seul sur cette ligne-là. La responsabilité française, ok, la mystique de la revanche, ok, je ne me suis pas enquiquiné à vous parler de Boulanger, de vous parler de l'école, de vous parler des mythes nationaux de l'histoire française, que sais-je encore. Maurice Barrès, non. Non. Mais je dis que je ne mets pas sur le même plan le niveau de responsabilité dans le processus qui aboutit au déclenchement de ce dont personne ne sait encore quelle sera une guerre mondiale et qui va durer 4 ans. C'est un autre élément de réflexion sur lequel je reviendrai. Mais je ne mets pas sur le même plan un plan de co-responsabilité à égalité dans la perpétration du crime de la France et l'Allemagne.
Je veux dire que la responsabilité allemande dans la crise de l'été 1914 est manifestement beaucoup plus importante que celle d'autres pays. Et que l'on peut dire, je vais le dire de façon très brutale, que l'Allemagne a choisi de faire exploser les choses en août 1914. Mais si vous croyez que j'exagère, alors expliquez-moi les choses. L'Autriche et l'Allemagne, ainsi que l'Italie, mais l'Italie c'est un maillon faible, parce qu'entre Autrichiens, enfin l'Empire austro-hongrois et l'Italie, il y a des zones de conflit, ça s'appelle l'Adriatique, ça s'appelle les terres irrédentes. Hein. Donc, de même que l'alliance franco-russe ou l'Allemagne, l'entente franco-britannique avait des facteurs de faiblesse. Hein. Donc, 28 juin 1914, François Ferdinand capote, assassiné. L'attentat de Sarajevo. Pour les Allemands, c'est une catastrophe sans nom. François Ferdinand est l'homme de l'alliance avec l'Allemagne. Il est peut-être autrichien, mais il a été élevé en Allemagne, il a été formé dans les écoles militaires prussiennes. C'est un produit allemand à l'état pur. Et sa disparition ouvre pour l'Allemagne une zone d'inconnu quant à l'alliance autrichienne. Si vous vous souvenez ce que j'ai dit dans une des premières vidéos, l'empereur François-Joseph, il est mis au pouvoir après la révolution de 1848. Nous sommes en 1914. La disparition de l'héritier du trône qui a été formé par le système allemand, par le système prussien, c'est que tout le système d'alliance allemand tient sur la solidité des artères d'un vieil empereur, François-Joseph, qui a l'âge de ses artères, et dont tout le monde sait qu'il a une espérance de vie des plus limitées, vu son âge. Puisque, je le répète, il règne depuis 1848. Depuis 1848. Dans l'histoire, je ne connais pas beaucoup de souverains qui ont régné aussi longtemps. Il y a Louis XIV, 1643, enfin il était né en 1638, jusqu'à sa mort en 1715, début septembre 1715. Mais c'était un gamin en 1643 et il n'a pris le pouvoir qu'à la mort de son ministre Mazarin en 1661. Il a trouvé ça un très long règne. Et 1848-1914, c'est très long. Ce qui veut dire quoi, du point de vue allemand? Ça veut dire que si on ne règle pas les comptes tout de suite, alors, on va rentrer dans autre chose. Et cette autre chose, c'est que l'Allemagne va se retrouver seule. Parce qu'une fois François-Joseph disparu, c'est son autre fils. Mais son autre fils, les Allemands ne l'ont pas formé, c'est un pacifiste. C'est le débonnaire archiduc Charles. Et de fait, dès qu'il prendra la place de son père en 1916, oui, 1914-1916, personne ne le sait, en 1914 évidemment. L'hypothèse est quand même plausible que François-Joseph n'est plus pour très longtemps. Dès 1916, l'archiduc Charles lancera des tentatives de négociation qui n'aboutiront pas.
parce que pour d'autres raisons, et nous y reviendrons. Et donc, en conséquence de cette situation, les Allemands vont tout faire pour que la situation diplomatique issue de l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 débouche sur une crise généralisée. Donc, bien évidemment, il eût pu être possible d'enrayer. Rien n'est inéluctable en politique ou en histoire. Rien, absolument rien. Même pas l'abandon des libertés. Quand tout est foutu. Même pas le renoncement. Quand on croit que le dernier mot a été dit. Et c'est le message qu'a exprimé quelqu'un comme Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin qui vient de nous quitter. Donc, pour revenir à Meymouttan, 1914, juin 1914, en visite à Sarajevo, l'attentat, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, parce qu'il y a quelqu'un qui va allumer la mèche, c'est l'Allemagne. Les Autrichiens, bon, évidemment, ils sont quand même très secoués par ce qui s'est passé. Ils exigent donc une enquête et ils pointent du doigt la responsabilité de la Serbie. La Serbie, gonflée par ses victoires lors des guerres des Balkans, n'est-ce pas? La Serbie. Et donc, il faut chercher les responsables du côté de la Serbie. Et donc, les Autrichiens vont demander à pouvoir poursuivre une enquête dans les milieux nationalistes serbes à Belgrade. Voilà. Et les Autrichiens demandent, en fait, quelque chose d'assez logique. Sauf que les Allemands, la Wilhelmstrasse, le ministère allemand des Affaires étrangères, dans cet ultimatum que la Serbie va recevoir, a fait rajouter une phrase que personne ne peut accepter. Il a demandé à ce que ce soit la police autrichienne qui non pas collabore avec les autorités serbes pour trouver les ramifications et l'origine du complot qui a abouti à l'attentat de Sarajevo, non. Non, non. À la demande du ministère des Affaires étrangères allemand, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'exigence que la police autrichienne puisse agir de façon autonome en territoire serbe pour les besoins de l'enquête. Excusez-moi, quand on négocie, on négocie soit pour aboutir, soit pour pas aboutir. Soit c'est une opération de communication et on veut faire porter la responsabilité de la rupture sur quelqu'un d'autre. C'est le truc classique. Et si on veut aboutir, on ne présente pas quelque chose d'inacceptable. Connaissez-vous, mes chers amis, un seul gouvernement qui accepterait qu'une police d'une autre puissance accède de manière autonome à son territoire et puisse mener ses propres opérations? La réponse est non. Cette exigence que l'enquête soit confiée exclusivement à la police autrichienne, et je répète, ce sont les Allemands qui. Et pourquoi ce sont les Allemands qui ont imposé ça? Parce qu'ils savent très bien que les Serbes ne vont pas apprécier et qu'ils ne vont pas accepter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les Serbes parce qu'ils n'acceptent pas? Ils vont aller voir leurs copains russes, leurs grands protecteurs, l'empire des Romanov, de Nicolas II.
Ils m'ont demandé, attendez, là on a un petit problème parce que les Autrichiens vont venir nous casser la gueule. Est-ce que vous nous protégez? Et du fait des contradictions de l'Empire, vous comprenez? L'engrenage qui se met en route. Mais c'est le calcul politique allemand, parce que son système d'alliance se retrouve menacé d'obsolescence totale après l'attentat de Sarajevo, c'est le calcul politique allemand qui conduit quasi inexorablement à la guerre. Parce que le mécanisme est clair. Devant cet ultimatum, les Serbes demandent aux Russes. Sur les conseils russes, l'Autriche accepte tout, sauf l'autonomie de la police autrichienne en territoire serbe. Et là, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et la Russie déclare la guerre à l'Autriche. Dans ce mois de juillet, entre le 28 juin et le début août, la diplomatie française va aussi jouer un rôle, je l'entends, et notamment les voyages du président du Conseil et du président de la République en Russie, où la France va, toute sa puissance, insister sur le fait qu'il ne faut pas céder et que la France est derrière la Russie. Donc c'est l'activation de l'alliance franco-russe. Donc lorsque l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, la Russie déclare la guerre à l'Autriche. Et pour protéger son allié autrichien, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France. Il y a deux acteurs qui n'interviennent pas immédiatement, deux acteurs européens, en tout cas européens occidentaux prioritaires, qui ne sont pas immédiatement impactés. Il y a le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Là, pendant un jour et demi, on ne sait pas ce qu'il va faire. Théoriquement allié aux Français, l'entente cordiale, qui est un élément très important de la stratégie française. Et il y a l'Italie, théoriquement alliée à l'Autriche. Mais les Italiens, est-ce qu'ils voient forcément dans les yeux que les Autrichiens ont quelques problèmes avec la Russie, ceux qui les détourneraient du Tyrol, de Trieste, de la mer Adriatique? Vous comprenez? Voilà. Et donc, dans ce débat sur les responsabilités, c'est pas pour m'en parler de votre sujet, mais moi je suis là pour donner une plus-value intellectuelle à vos connaissances, et c'est à vous de les mobiliser pour pouvoir traiter le sujet. Donc, nous sommes partis pour une série de quelques séances de vidéos sur l'impact de la Première Guerre mondiale. Là, dans le débat sur les responsabilités, je ne mets pas. Quand je dis je ne suis aussi que le produit d'une école historique et de nombreux travaux, notamment des nouveaux historiens allemands. Je ne mets pas tout le monde sur le même niveau de responsabilité. Et j'estime que dans la crise de l'été 14, l'Allemagne
a choisi la guerre. A voulu la guerre et en a choisi le moment. Et a rendu opérant la dynamique des engrenages diplomatiques où tout le reste s'est mis en place. Je continuerai cette réflexion, et vous voyez que j'en suis toujours à ma déconstruction du sujet, pour le moment. Je continuerai ces réflexions dans une prochaine vidéo. Bon courage.